Ce que la plupart des gens appellent tenter de sauver la relation dans le langage froid du comportement humain n'est en réalité que prolonger un coma artificiel. Vous êtes anesthésié par votre propre espoir. La première phase de votre effondrement et paradoxalement la première phase de votre libération exige un acte d'une extrême brutalité envers vous-même, mettre fin à votre déni. Nous avons été conditionnés par une culture du développement personnel bon marché à croire que l'amour triomphe de tout, que la patience est toujours une vertu et que les problèmes de chaque couple ne sont qu'un obstacle à surmonter par le dialogue. C'est un mensonge commode. Cette rhétorique romantique est précisément la chaîne qui vous retient prisonnier de votre propre esclavage psychologique. Pour comprendre le moment précis où il faut partir, vous devez cesser d'agir comme un amant frustré et commencer à observer votre propre vie avec la précision chirurgicale et la froideur d'un médecin légiste examinant un corps. Et le corps, ici, c'est votre relation. Le premier signe incontestable de l'échec du système est la prise de conscience d'une fracture irrémédiable entre la promesse initiale et la réalité. Repensez à votre histoire. Toute personne manipulatrice, abusive ou simplement dysfonctionnelle ne se présente pas telle qu'elle est dès la première rencontre. Si c'était le cas, vous auriez pris la fuite en 3 minutes. Il existe une dynamique fondamentale de prédation que nous appelons fonctionnement en 2 modes. Le premier mode est la phase de flatterie, la brillante campagne marketing, l'illusion sur mesure conçue pour capter votre investissement émotionnel. C'est la phase où l'autre personne imite vos qualités, anticipe vos désirs et crée l'illusion enivrante d'avoir enfin trouvé un refuge. Le mode 1 n'est pas une personne, c'est un appât, c'est un coût d'acquisition client et vous avez mordu à l'hameçon sans réfléchir. Le problème central et le signal d'alarme que vous ignorez délibérément chaque jour survient lorsque le mode 2 s'installe définitivement. Le mode 2, c'est la froide réalité, le mépris silencieux, l'érosion continue de votre estime de soi, un contrôle subtil et une apathie flagrante face à votre souffrance. La dissonance cognitive vous mine le moral car, lorsque vous regardez la personne assise sur votre canapé, fonctionnant aujourd'hui en mode 2, agressive ou indifférente, votre esprit est constamment à la recherche du fantôme du mode 1. Vous prenez une photo du début de votre relation ou de votre mariage, vous contemplez ce sourire et vous vous persuadez que c'est la vraie personne et que la version actuelle n'est qu'une mauvaise passe ou une réaction au stress. Arrêtez de vous mentir. La personne sur cette photo est morte, ou pire, elle n'a jamais existé. C'était un hologramme conçu pour vous contraindre aujourd'hui à tolérer l'inacceptable. Le signal d'alarme qui s'allume vous alerte dès que vous comprenez que vous gaspillez toute votre énergie vitale à ressusciter un fantôme, tandis que la personne réelle en face de vous vous vole votre tranquillité. Il vous faut accepter la dure réalité de la situation. Vous vous laissez prendre à une illusion orchestrée et vous pardonnez les agressions d'un inconnu en vous fiant à la crédibilité morale de quelqu'un qui n'habite plus ce corps. Votre partenaire toxique le sait parfaitement. Il a compris que vous lui avez ouvert les portes de votre intimité et qu'il n'a plus besoin de déployer autant d'énergie pour vous contrôler. Il commence alors à tester vos limites avec méticulosité. Il vous offre le strict minimum, sachant que le souvenir addictif de votre mode 1 suffira à vous convaincre de rester. De temps à autre, lorsqu'il sent votre point de rupture approcher et qu'il comprend que vous êtes sur le point de craquer et de partir, il repasse en mode 1 pendant quelques heures ou quelques jours. Une miette d'affection savamment calculée, une excuse apparemment élaborée, un moment de nostalgie fabriqué de toutes pièces. Et vous, avide de validation et de confirmation de votre propre illusion, vous mordez à l'hameçon, relançant ainsi le cycle infernal de la dégradation. Cette relation a cessé d'être une relation depuis longtemps. Il s'agit d'une expérience de conditionnement comportemental où vous êtes le rat dans la cage, appuyant sur le levier à la recherche d'une récompense qui ne viendra plus jamais de la manière dont vous l'aviez imaginé. Mais le diagnostic empirique ne se limite pas à la simple observation de la méchanceté d'autrui. Le signe le plus dévastateur n'est pas ce que le manipulateur vous fait subir,
mais précisément ce qu'il vous fait devenir. La contagion psychologique est inévitable et implacable. Nous sommes des êtres perméables à notre environnement. On ne pénètre pas quotidiennement dans un marécage toxique sans en ressortir souillé, aussi pur et moralement irréprochable que l'on se considère. Tel un fruit pourri dans un panier hermétique qui contamine les autres par simple proximité, le contact quotidien avec une personne nuisible altère irrémédiablement notre biologie, notre vocabulaire et notre structure mentale. Le signal d'alarme maximal retentit lorsque, en vous regardant dans le miroir, vous éprouvez du dégoût non seulement pour votre partenaire, mais aussi pour vous-même. Vous réalisez alors avec horreur que votre lumière intérieure s'est éteinte. Cet individu productif et dynamique, doté d'une grande concentration et d'un but précis, a été lentement remplacé par une version cynique, excessivement réactive, épuisée, amère et paranoïaque. Votre partenaire agit comme un boulet existentiel autour de votre cou. Vous tentez désespérément d'avancer dans votre travail, de développer vos projets, de vous épanouir personnellement, mais une hémorragie silencieuse et constante vous ramène à la stagnation et au chaos domestique. Votre système nerveux entre dans un état d'hypervigilance, une guerre biologique qui consume toute l'énergie nécessaire à la construction de votre épanouissement personnel. Vous commencez à répondre à l'agression par une agression tout aussi vile. Vous vous surprenez à hausser le ton, à utiliser un sarcasme venimeux qui ne vous est pas naturel, à agir de façon mesquine dans une tentative désespérée de vous défendre contre l'indéfendable. La tragédie silencieuse de tolérer cette toxicité ne réside pas seulement dans le fait de se victimiser, mais aussi dans le moment terrifiant où vous réalisez que, pour survivre au quotidien avec un prédateur, vous avez été contraint d'adopter son langage et ses manières. Vous avez bu le poison en croyant neutraliser le venin de votre environnement, mais au final, vous êtes devenu aussi gris et dysfonctionnel que la relation que vous vous obstinez à maintenir. N'essayez pas d'édulcorer cette réalité. Si vous dormez à côté de quelqu'un et vous réveillez chaque matin avec l'impression accablante de devoir revêtir une armure invisible pour prendre votre petit déjeuner en paix, si vous pesez méticuleusement chaque virgule que vous prononcez pour éviter une explosion de colère irrationnelle, si vos amis ne vous reconnaissent plus et que vous évitez systématiquement les réunions sociales car la honte de votre propre soumission est un fardeau trop lourd à exprimer, la réponse logique et mathématique a déjà été donnée. Votre corps a tranché pour vous, votre insomnie chronique, votre chute de cheveux, l'anxiété paralysante du dimanche après-midi, cette boule inexplicable dans l'estomac au bruit de la clé dans la serrure, tout cela sont des mécanismes de défense biologique. C'est votre instinct de survie primitif qui hurle ce que votre intellect refuse lâchement de comprendre. Dans cette phase primordiale et fondamentale, votre seule tâche consiste en une observation brute et sans filtre, dénuée de toute justification rassurante. Débarrassez-vous du poids de l'histoire que vous avez construite ensemble, de la culpabilité qui vous a été inculquée et de l'espoir naïf qu'un miracle se produise demain et que cette personne devienne le partenaire intègre dont vous rêviez. Analysez les faits avec la même objectivité qu'un investisseur expérimenté analyse les résultats d'une entreprise déficitaire depuis des années. Le rapport coût-bénéfice est perversement asymétrique. Vous offrez sérénité, capital financier, stabilité émotionnelle et loyauté indéfectible, et vous ne recevez en retour que des miettes tactiques, une instabilité artificielle et un mépris systématique. L'illusion que l'amour répare, tout est la principale faille de votre personnalité. Et c'est précisément cette faille que le manipulateur repère et exploite chaque jour sans le moindre remords. L'amour est impuissant à modifier la nature profonde de quelqu'un qui ne voit aucun intérêt à changer. Ne vous bercez pas d'illusions. Ce n'est pas votre propre force de caractère qui vous retient prisonnier. Ce n'est pas une question de caractère. C'est leur dépendance anesthésiante à la familiarité de leur propre douleur et la terreur irrationnelle d'affronter le vide. Votre cerveau joue le rôle de saboteur dans cette dynamique. D'un point de vue évolutionniste,
Nous sommes programmés pour privilégier la sécurité et la prévisibilité au bonheur. L'ironie macabre d'une relation toxique réside dans le fait qu'après une longue période de soumission, la guerre constante devient votre nouvelle zone de confort. Vous apprenez par cœur la chorégraphie de la dispute. Vous savez avec une précision chirurgicale comment la lutte va commencer, comment se dérouleront les jours de silence punitif, et vous connaissez même le scénario exact de la réconciliation tiède qui ne fera que rétablir temporairement les tensions. Cette prévisibilité destructrice engendre un faux sentiment de contrôle malsain. L'idée d'une reconstruction solitaire à l'extérieur vous paraît si effrayante que vous préférez le contrat d'un enfer garanti entre les quatre murs de votre maison. Et puis, vous commettez l'erreur fatale de rationaliser votre propre ruine en intellectualisant le problème. Vous répétez des clichés comme aucun mariage n'est facile, réduisant le comportement calculé d'un agresseur émotionnel au simple faux pas des gens normaux. Pour franchir définitivement le cap de cette phase d'observation, il vous faut accomplir un acte qui anéantit la plupart des âmes sensibles, le deuil d'une personne vivante. C'est le processus émotionnel le plus violent que le psychisme humain puisse affronter. Pleurer la mort physique de quelqu'un, c'est accepter une fatalité organique sur laquelle nous n'avons aucune emprise. Cependant, pleurer la perte irréparable de quelqu'un qui respire encore, qui partage votre facture d'électricité, qui dort sur votre matelas, mais dont la dignité s'est tout simplement évaporée, exige une lucidité et un sang-froid absolu. Il vous faut regarder cette personne dans les yeux, tandis qu'elle vous ignore une fois de plus, et admettre, avec la froideur d'un stratège, que votre investissement a échoué, que le sésame que vous pensiez avoir trouvé n'était qu'un bout de papier inutile. Tous vos efforts acharnés, toute l'usure de votre santé, les ressources gaspillées et les occasions manquées pour maintenir les apparences d'une relation ratée sont réduits en poussière. Tant que vous n'aurez pas établi ce verdict irréfutable et que vous n'aurez pas regardé votre réalité en face sans la moindre trace d'apitoiement sur vous-même, le cycle du déni se poursuivra. La prise de conscience finale que la perpétuation de ce scénario signifie la fin de votre individualité constitue le socle inébranlable sur lequel vous construirez votre issue. De ce choc de lucidité découle la dynamique qui s'inverse. Vous cessez de lutter émotionnellement. Vous vous taisez, vous vous repliez sur vous-même et devenez un observateur froid de votre propre ruine, évaluant uniquement l'étendue des dégâts et traçant la voie de la fuite. Cependant, détruire l'auto-illusion et réaliser que vous partagez un toit avec une illusion n'est que le diagnostic. Ce qui nous pousse directement à affronter les mécanismes complexes et souvent lâches que vous aurez mis en place pour justifier votre inaction, c'est la nécessité de faire face aux obstacles. L'obstacle principal n'est plus le comportement odieux de votre partenaire. L'obstacle, c'est vous. C'est votre propre esprit qui se fait l'avocat de votre bourreau. Lorsque la douleur devient insupportable et que la raison vous crie de partir, votre cerveau active des mécanismes de défense basés sur la peur, l'inertie et la manipulation. Le prédateur connaît chacun de ces mécanismes et sait exactement quel bouton actionner pour vous paralyser sur le seuil de votre porte. Vous devez comprendre, une fois pour toutes, que les excuses que vous utilisez pour rester dans cette relation ne prouvent ni votre résilience, ni votre supériorité morale, ni votre capacité à pardonner. Ce sont, à proprement parler, les derniers symptômes d'un long et méthodique processus de lavage de cerveau. Le premier piège et le plus mortel de cette phase est ce que nous appelons l'adaptation tactique de l'agresseur, aussi connue sous le nom de manchette à la porte. Réfléchissez à votre passé. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé face à cette personne, en larmes, épuisé et à expliquer la même blessure? Vous dessinez, vous suppliez, vous proposez une thérapie de couple, vous essayez de changer de ton, vous modifiez votre comportement pour ne pas l'irriter. Et rien ne change durablement. L'agression voilée persiste, la négligence persiste, la froideur persiste, et vous, dans votre naïveté toxique,
Vous croyez qu'il s'agit d'un problème de communication. Vous pensez, il ne comprend toujours pas à quel point je souffre. Effacez ce mensonge de votre raisonnement. Votre partenaire comprend parfaitement. Il ne souffre d'aucun trouble cognitif. L'absence de changement n'est pas due à une incompréhension de votre douleur. Elle est due à son indifférence sincère. Votre souffrance ne le préoccupe pas tant que le rapport de force est maintenu. Son comportement ne deviendra un problème qu'à l'instant précis où vous menacerez de couper l'approvisionnement. Et c'est à ce moment précis que la macabre mascarade atteint son paroxysme, le jour où vous atteignez enfin votre point de rupture absolue. Vous ne pleurez plus, vous ne demandez plus de changement, vous rassemblez simplement vos affaires et dites, avec la froideur de quelqu'un qui a déjà tourné la page, « C'est fini, je m'en vais ». Soudain, cet individu impassible qui a ignoré toutes vos supplications pendant des mois, voire des années, subit une transformation miraculeuse, presque théâtrale. Il pleure à chaudes larmes, il s'agenouille, il admet des défauts qu'il niait farouchement jusqu'à la veille. Il jure qu'il prendra rendez-vous chez un psychologue le lendemain et affirme que vous êtes l'air qu'il respire. Votre cerveau, chimiquement accro à la recherche de cette validation, sature. Vous poussez un soupir de soulagement, pensant que votre persévérance a enfin percé la carapace et atteint la bonne âme de votre partenaire. Vous défaites votre valise. Souvenez-vous, c'est la plus grande erreur tactique et logique que vous commettrez jamais. Ce changement soudain n'est ni une révélation de conscience ni un remords. Il s'agit ni plus ni moins d'une tentative de limiter les dégâts. C'est le réajustement chirurgical d'un rouage qui a compris que sa principale source de ressources était la rupture du contrat. Il ne pleure pas parce qu'il a compris votre souffrance. Il panique parce qu'il perd le contrôle sur vous. Lorsque vous cédez à cette fausse promesse de rédemption et décidez de tenter une dernière fois, vous ne sauvez pas la relation. Vous ne faites que récompenser et légitimer la manipulation. Votre partenaire se comportera impeccablement pendant 2 ou 3 semaines. Il fera ce qu'il aurait dû faire dès le départ. Cet effort est nécessaire pour que votre vigilance baisse et que vous retourniez dans votre zone de confort, celle de la soumission. Dès qu'il aura la certitude mathématique d'avoir repris le contrôle, le masque tombera à nouveau. Le comportement toxique initial non seulement reviendra, mais il reviendra avec une charge silencieuse et punitive, car il aura testé votre bluff et aura gagné. Il connaît maintenant votre prix. Votre menace d'abandon est facile à acheter avec quelques larmes forcées et quelques semaines de jeu. Si vous n'utilisez pas la logique pour vous sortir de ce piège, vous passerez la prochaine décennie prisonnière de ce cycle de fausses ruptures, perdant l'estime de vous-même à chaque fois que vous défaites vos valises. Le principe non négociable est le suivant: si quelqu'un a besoin d'être acculé par la menace réelle d'une perte pour vous traiter avec le respect élémentaire auquel tout être humain a droit, cette personne ne vous aime pas, elle vous manipule. Le deuxième grand mur d'excuses que vous utiliserez contre vous-même est le biais des coûts irrécupérables. Lorsque la réalité devient impossible à ignorer, votre esprit tentera de vous maintenir prisonnier en utilisant le poids colossal de votre propre passé. Vous commencerez à énumérer tout ce que vous avez déjà dépensé. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans. J'ai contribué à bâtir cette entreprise avec lui. Nous avons financé une maison. Nous avons surmonté des épreuves bien pires. Analysons cela avec la neutralité implacable d'un économiste évaluant la faillite d'une entreprise. Le biais des coûts irrécupérables est le préjugé psychologique qui nous pousse à continuer d'investir du temps, de l'argent et de l'énergie dans un projet voué à l'échec, simplement parce que la douleur d'admettre que les ressources passées ont été gaspillées est insupportable. C'est une erreur de raisonnement aux conséquences désastreuses. Le temps passé avec cette personne est perdu à jamais. Ces 5, 10 ou 20 années, vous ne les récupérerez jamais. Point final. La grande tragédie n'est pas le temps perdu, mais la folie de décider de sacrifier le reste de votre avenir, votre santé mentale pour les prochaines décennies, juste pour essayer de valider un passé déjà perdu à jamais. Et inévitablement, on en arrive à l'ultime justification de la lâcheté déguisée en noble sacrifice, les enfants.
Je sais qu'il est agressif et qu'il me détruit intérieurement, mais je vais endurer cela pour le bien de notre famille et des enfants. C'est, sans aucun doute, le mensonge le plus irresponsable que la société ait normalisé. Utiliser les enfants comme bouclier humain pour justifier sa propre terreur face aux aspects pratiques d'un divorce est cruel. Les enfants ne sont ni sourds ni aveugles. Ils ne vivent pas dans vos illusions. Ils absorbent méticuleusement l'attention ambiante, les regards de mépris à table, l'indifférence glaciale et la guerre silencieuse qui règne au foyer. Rester dans une relation où l'on est réduit à néant, c'est comme ouvrir un manuel pratique devant ses enfants et leur apprendre que la violence, la froideur et le manque de respect sont les ingrédients normaux d'un mariage. Vous éduquez et conditionnez vos enfants à devenir plus tard soit des individus chroniquement soumis, prêts à se laisser marcher sur les pieds, soit des agresseurs qui trouveront naturel de dominer leur partenaire. La véritable responsabilité paternelle ou maternelle ne consiste pas à souffrir en silence à la maison. Le véritable sacrifice est d'affronter la douleur terrible de la rupture, du partage des biens, du bouleversement des habitudes, de prouver concrètement, par un exemple inflexible, que la dignité humaine est inaliénable en toutes circonstances. Le fondement profond qui sous-tend toutes ces excuses complexes est primitif et animal, la terreur paralysante du vide et de la solitude. Ce qui vous retient, ce n'est plus votre partenaire. Vous ne vous faites plus d'illusions sur sa personnalité. Ce qui vous retient, c'est la force de friction d'une paresse existentielle. Le cerveau humain déteste l'incertitude plus encore que la souffrance continue. Rompre la routine exige un effort neurologique et logistique colossal. Vous avez peur des nuits dans un appartement inconnu, peur de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins seuls, peur de l'épuisement physique que représente un nouveau départ. Et, poussé par cette peur pathologique, vous commencez à rationaliser votre malheur. Vous abaissez vos exigences au minimum et prononcez les phrases de la défaite existentielle. Oui, il m'humilie en privé, mais au moins il paie les factures à temps, ou elle contrôle chacun de mes mouvements et me pompe toute mon énergie, mais au moins je ne serai pas célibataire à mon âge. Se réduire à un simple administrateur de la survie, endurer l'inacceptable simplement parce que l'enfer connu semble plus sûr qu'une liberté imprévisible, c'est mourir dans la vie. Bien avant que votre esprit conscient n'ait le courage de formuler la phrase « Je dois partir », votre corps a déjà pris la décision pour vous. Votre système nerveux autonome est incorruptible. Il ne comprend pas les excuses. Il se moque des années de mariage, des biens matériels ou de la vie de vos proches. Il scrute simplement l'environnement à la recherche de menaces, et il a identifié que la personne à côté de vous est un prédateur actif. Vous devez prêter attention aux signaux biologiques que votre corps vous envoie. Cette fatigue chronique inexpliquée, cet essoufflement, ces douleurs musculaires sans cause apparente, ces troubles gastro-intestinaux importants et surtout cette anxiété paralysante et cette hypervigilance qui vous envahissent à l'approche du retour de votre partenaire. Il ne s'agit pas de stress lié au travail, tension, explosion, puis une lune de miel éphémère ponctuée de miettes d'affection. Ce mécanisme de coup et de coup provoquait des pics irréguliers de cortisol, l'hormone du stress, suivis de brusques décharges de dopamine et d'ocytocine, lorsque la fausse paix était rétablie. Votre cerveau est devenu accro à ces montagnes russes chimiques, exactement comme celui d'un toxicomane devient accro aux stupéfiants. Lorsque l'approvisionnement est brutalement interrompu, votre organisme panique. La douleur physique et la détresse émotionnelle que vous ressentez lors d'une séparation ne signifient pas que vous avez fait une erreur ou que cette personne est votre âme sœur. Cela signifie simplement que vous êtes en train de vous désintoxiquer. C'est précisément à ce moment de vulnérabilité biochimique que l'art de l'absence de regret doit être appliqué avec force. Votre cerveau, en manque de dopamine, commencera à vous mentir. Il effacera chirurgicalement les souvenirs des cris, des trahisons, de l'indifférence et de l'humiliation, et projettera en haute définition sur votre écran mental les rares moments de rire partagé, ce voyage d'il y a 2 ans,
ou les fausses promesses du début. La nostalgie est l'arme la plus redoutable que votre esprit utilise pour vous saboter, pour anéantir le regret avant qu'il ne vous pousse à envoyer un message pathétique suppliant de revenir. Vous devez considérer ces pensées non comme des vérités, mais comme des hallucinations d'un cerveau malade. Le regret que vous ressentez n'est pas réel, car vous ne regrettez pas la personne réelle. Vous pleurez un potentiel qui n'a jamais existé. Vous regrettez l'hologramme, l'illusion de la première phase. L'antidote à la nostalgie toxique est une injection quotidienne et massive de réalité. Si nécessaire, notez dans un carnet les pires choses que cette personne vous a faites. Remarquez cette sensation de froid dans votre estomac, le mépris dans leurs paroles, l'isolement que vous avez ressenti. Relisez cette liste chaque fois qu'une illusion romantique tente de vous envahir. Souvenez-vous avec une clarté absolue, le choix n'a jamais été entre être heureux avec cette personne ou souffrir seul. Le choix était entre subir la douleur atroce et humiliante d'être lentement détruit au sein de la relation, ou subir la douleur saine, digne et réparatrice de la rupture. Pour éradiquer tout regret et éviter toute récidive, la rupture totale n'est pas une option, mais une règle de survie absolue. On interprète souvent la rupture totale comme un acte de vengeance, une punition puérile ou une tactique pour que l'autre personne vous manque. C'est une mentalité de proie. Le prédateur ne vous regrette pas, il regrette ce qu'il vous a pris. La rupture totale est en réalité un protocole de quarantaine rigoureux. Vous ne punissez pas l'autre personne, vous stérilisez votre environnement. Bloquez-la sur tous les réseaux sociaux, changez vos habitudes, ne sollicitez pas vos amis communs, supprimez toute possibilité de contact. Une relation avec une personne narcissique ou prédatrice ne se termine pas quand vous décidez que c'est fini, elle se termine quand vous devenez imperméable et inaccessible. La moindre brèche, un courriel d'anniversaire, un message pour régler un problème en suspens, un like accidentel sera utilisé comme un cheval de Troie pour relancer l'infection dans votre esprit. La guérison n'est possible que dans un silence complet, quand on ne sait rien de l'autre personne et qu'elle n'a aucun accès à votre vie, l'illusion commence à se faner. En fin de compte, la décision de n'avoir aucun regret est une position philosophique concernant votre propre valeur sur le marché du travail. Le regret n'existe que si vous percevez votre départ comme un échec. Chez Narcisse 360, nous avons radicalement redéfini cette notion. Votre départ est la plus grande victoire stratégique de votre vie. Vous avez retiré vos actions d'une entreprise qui vous volait vos dividendes et falsifiait ses comptes. Il n'y a aucune gloire à couler avec le navire quand le capitaine a délibérément saboté la coque. Lorsque votre esprit tente de vous convaincre que vous avez échoué parce que vous n'avez pas pu sauver la personne ou la relation, répétez-vous l'argument final et définitif. On ne peut pas réparer quelqu'un qui vous a délibérément brisé. Votre seul devoir moral n'était pas envers les promesses illusoires de votre partenaire, mais envers la protection absolue de votre propre santé mentale et de votre intégrité. En fermant la porte, vous n'avez pas perdu un grand amour. Vous avez renvoyé un geôlier, et la liberté absolue, froide, calculée et chèrement acquise ne devrait jamais être une source de regret. Si cette analyse comportementale lucide a dissipé le brouillard de votre vie aujourd'hui, n'hésitez pas à liker pour que l'algorithme comprenne l'importance de ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des stratégies que nous publions chaque semaine et dites-nous en commentaire quelle excuse vous avez utilisée le plus longtemps pour éviter de partir. Regardez maintenant cette vidéo qui s'affiche à l'écran. J'y détaille les tactiques employées durant la première semaine après la rupture pour tenter de vous reconquérir. La partie n'est pas terminée, soyez prêts.